Moi, je serais très heureux qu'on puisse faire, je ne sais pas ce que vous en pensez, Manon, Iswan et Fébé, qu'on puisse faire une petite photo de groupe, en fait, qu'on allume nos caméras. C'est une suggestion. Parce que voilà, on est quand même nombreux et nombreuses, on est presque 50. Et ben, c'est Oui. une très bonne idée. On peut la faire maintenant, si Oui, ça vous dit. Et comme ça, juste après, on commencera, on attaquera dans le vif du sujet. Peut-être du coup, Manon, si tu peux nous Arrêtez de gérer cet partager. affichage. Ouais. Et du coup, je vous invite tous à allumer vos caméras. Ça nous permettra pour ceux qui sont d'accord, bien évidemment, de faire un joli post LinkedIn et montrer comment on a tous plongé dans la ville low-tech en 2040, aujourd'hui, ce 25 mars, eh bien 2022. Je ne sais pas si Manon peut nous faire Oui. un affichage un peu plus important. Alors, on va essayer en grande galerie. Je ne sais pas si ça le change chez vous aussi. Bon, l'essentiel, c'est que tu nous vois, toi, et que tu puisses faire un petit Ouais. screenshot. Alors, faites vos plus beaux sourires. J'ai une bonne vision des gens qui ont ouvert leur caméra. Bon, j'en ai. Malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde parce qu'on est une bonne soixantaine. Mais j'aurai ceux qui ont leur caméra allumée. Donc, faites votre plus beau sourire. Et c'est parti. Parfait. merci. Bon, Merci Manon. Et Super, ben, merci à vous. je vous propose qu'on attaque cette séance, ce deuxième webinaire qui est vraiment dédié à ce sujet qui nous passionne tous depuis maintenant plusieurs années pour certains, plusieurs mois, plusieurs semaines, en tout cas qui nous mobilise tous autour d'un grand challenge sur l'innovation urbaine low-tech. On est vraiment ravis aujourd'hui d'accueillir Christina et Odile qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour nous présenter un petit peu les travaux de l'Institut Paris Région sur cette question des low-tech, des travaux qui sont très riches, qui sont très inspirants et qui, je l'espère, vont nous permettre de tous nous mobiliser à fond sur ce dernier round du challenge low-tech, puisque, pour rappel, ce challenge prendra fin le 31 mars. D'ailleurs, on vous convie tous à se revoir la semaine prochaine dans un petit moment justement de clôture du challenge. L'objectif, voilà, c'est vraiment que vous puissiez sur ces derniers 10 jours qui nous restent, eh bien, vous remobiliser avec vos équipes sur cette frise paléo d'Atelier 21 et voilà, construire vos derniers cartels, faire appel à vos dernières inspirations pour qu'on ait un maximum de solutions low-tech autour des grands enjeux de la ville de demain. Ce qu'on vous propose pour cette session du jour, c'est peut-être pour que tout le monde soit de nouveau bien en phase avec le cadre de ce travail, de vous faire une rapide introduction à deux voix, Atelier 21 et l'Urban Lab, sur le groupe de travail, ses parties prenantes, les dates clés, et puis les thématiques de la ville de demain qu'on a vraiment envie d'explorer et où on est persuadé que l'innovation low-tech peut apporter beaucoup. Et puis, ça va durer pas plus d'un quart d'heure, cette petite introduction. Et ensuite, on passera le micro à Odile et Christina, qui auront une intervention d'une demi-heure à 40 minutes en deux parties. Une première partie sur l'aspect méthodologique. Je sais que c'est un enjeu qui est vraiment important pour nous tous aussi et pour vous, opérationnels, de savoir finalement comment on peut entrer dans une démarche low-tech quand on conçoit un projet urbain, quel qu'il soit. Et l'Institut Paris Région a fait vraiment un travail remarquable sur cette méthodologie. Et en préparant cet atelier, on s'est dit avec Christina et Odile que c'était vraiment intéressant de pouvoir revenir finalement sur les points clés d'une démarche low-tech. Donc ce sera la première partie de leur intervention. Et puis ensuite, on s'est dit rien de mieux pour vous inspirer qu'un récit
onirique sur ce que pourraient être nos vies et nos villes low-tech d'ici quelques années, en 2040, plongées dans le futur, garanti. Voilà, on finira bien sûr par un moment de questions-réponses. N'hésitez pas surtout, l'objectif c'est que cet atelier soit le plus participatif possible et qu'on puisse répondre à toutes vos questions, que ce soit autour de la question des low-tech, autour du challenge et de son organisation de ces prochaines dates clés. Je vais passer le micro à Manon qui va retracer très rapidement les objectifs de ce groupe de travail, ses parties prenantes et les prochaines dates qui vont nous réunir. Oui, merci beaucoup Iswen. Alors, juste pour me représenter rapidement pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, donc je m'appelle Manon Hoffman et je travaille à l'Observatoire de l'Urban Lab, donc avec Iswan et Fébé qui sont présentes aujourd'hui. Et pour vous retracer un peu l'histoire du groupe de travail, je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être en tête, mais ça fait pas de mal, un petit rafraîchissement. Donc ce groupe de travail sur l'innovation urbaine low-tech a été initié officiellement en décembre dernier. Et l'idée, c'est né d'un questionnement commun de tous les membres du groupe de travail, donc des acteurs de la fabrique de la ville, autant sur l'immobilier que sur l'énergie, donc promoteurs, aménageurs, gestionnaires de réseau, qui se posaient la question, en fait, tous à leur échelle, de savoir si l'utilisation de forts moyens technologiques et techniques dans tous les projets urbains était vraiment utile, avait une utilité importante et était pertinente et soutenable aussi dans la fabrique de la ville. Et l'idée, c'était un peu de se questionner sur qu'est-ce que nous apportent toutes ces technologies? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Et est-ce qu'on pourrait faire autrement? Donc l'idée, c'est de se questionner sur un discernement technologique, de un peu prendre le contre-pied du tout technologique et de se poser la question de la juste place de la technologie et de la juste utilisation de la technologie. Et tous ces acteurs ont décidé de se rallier et de travailler ensemble pour définir un peu une vision de réalignement en fait, entre l'innovation et le bon sens, et ne pas forcément rester sur une lancée d'innovation toute technologique, mais bien de retravailler un peu cette place de la tech dans les modèles de développement. Et l'idée, alors, ce que le groupe de travail s'est dit, c'est que pour faire ça, on allait explorer le potentiel un peu d'une approche frugale au service de la ville. Donc, comment est-ce qu'on pourrait construire la ville d'une autre manière, en utilisant peut-être moins de technologie et en apportant d'autres facteurs comme voilà, l'inclusion, la durabilité pour répondre à ces défis écologiques et socio-économiques. Et l'idée, à terme, c'est de se dire, de démontrer que des projets low-tech dans les villes peuvent exister, peuvent être développés, et de soutenir en fait le déploiement à plus large échelle en développant des démonstrateurs chez chaque partenaire membre du groupe de travail. Pour vous faire un petit récapitulatif des participants à ce groupe de travail. Donc l'Urban Lab et Atelier 21 sont là en co-animation. L'Urban Lab qui est donc on est la plateforme d'innovation urbaine de Paris & Co. On accompagne les innovateurs de la ville, que ce soit des startups, des grands groupes, des institutions publiques, des chercheurs. On essaie de rassembler un peu tous ces acteurs pour faire évoluer et pour faire se densifier les innovations urbaines et les transitions urbaines. Et Atelier 21, du coup, qui est un laboratoire citoyen, je vais peut-être laisser Cédric le présenter. Oui, merci Manon. Oui, l'Atelier 21 est donc une structure qui travaille sur l'intelligence collective pour répondre aux enjeux de la transition écologique, voire énergétique, puisque c'est un peu le projet sur lequel on travaille le plus. Et voilà. Et donc on utilise énormément de dispositifs d'animation sur l'innovation aussi. Et on a créé en 2015 ce projet qui s'appelle Paléo énergétique, qu'on va vous partager aussi dans le chat. Et c'est une méthodologie voilà, pour travailler sur l'histoire de l'innovation et sur l'histoire des inventions pour pouvoir faire en fait un benchmark très épais et dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui se passe dans le passé
Et donc, la plupart d'entre vous connaissent la démarche, mais ça ne nous empêche pas de la repartager encore avec vous dans le chat. Merci Cédric. Et donc, pour vous refaire un petit tour des partenaires et des membres de ce groupe de travail, donc on a autour de la table Groupama Immobilier, GRDF, BNP Paribas Real Estate, Grand Paris Aménagement, la SNCF Immobilier et l'ADEME qui nous accompagne également sur ce groupe de travail. Et on fait appel ponctuellement et pendant toute la durée de ce groupe de travail à des experts externes qui ont travaillé sur le sujet de la low-tech, donc notamment l'AREP qui est dirigé par Philippe Biwix, mais aussi le Low-Tech Lab qui travaille vraiment sur ces questions de low-tech appliquées à tous les services de la ville et de nos modèles, la Fabrique des énergies, Fondation Palladio et aujourd'hui l'Institut Paris Région qui va prendre la parole justement sur l'étude prospective qui a été faite par eux. Voilà, et pour vous résumer un peu les objectifs de ce groupe de travail globalement, l'idée c'était de créer une culture commune autour de la low-tech et de l'approche low-tech parce qu'il n'y a pas forcément de consortium autour de la définition de ce qu'est une low-tech. Et on se questionne aussi sur le fait qu'une low-tech, c'est pas forcément un état, mais c'est plutôt un processus qui tend vers plus de frugalité, vers plus d'inclusion, vers plus d'aspect local dans les projets. Et l'idée, c'est d'avoir une compréhension tous ensemble et de développer une compréhension commune de ce sujet-là, autant pour les collaborateurs de chaque partenaire que voilà, pour pouvoir le déployer aussi et le partager à plus grande échelle. Ensuite, le deuxième grand objectif, ça va être de développer un outil méthodologique de conception pour créer en fait des projets urbains low-tech, d'avoir une grille un peu de lecture de à quoi correspond un projet low-tech pour nous. Comment est-ce qu'on définit un projet low-tech? Quelles sont les caractéristiques clés? Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir un projet qui est frugal? Est-ce que c'est avoir un projet qui permet de faire des économies? Est-ce que c'est un projet qui permet d'utiliser des ressources locales? Donc voilà, c'est un peu de se questionner sur cette question-là, de savoir à quoi on pense quand on parle de projet urbain low-tech. Et enfin, l'objectif du groupe de travail, c'est aussi de rassembler l'intelligence et les connaissances de chaque collaborateur, de chaque partenaire, pour en fait effectuer un sourcing de projets low-tech issus du passé, mais aussi du présent et des idées que tout le monde peut avoir dans ces métiers pour pouvoir alimenter en fait les idées et créer un démonstrateur urbain low-tech. Donc c'est vraiment l'idée aussi de ce challenge low-tech, c'est de mettre en avant l'intelligence et les connaissances de tout le monde pour aller chercher des projets urbains low-tech à actionner dans les villes aujourd'hui. Voilà, et je vais peut-être, donc Cédric va faire une petite introduction sur la définition de la low-tech et remettre un peu notre vision sur l'approche de la low-tech. Et je te laisse prendre la parole, Cédric. Merci. Merci Manon. Je crois que l'architecture du projet, en fait, est très claire pour tous. C'est vraiment dans l'idée de pouvoir amener en fait des outils de réflexion collectifs. Et finalement, donc voilà, je vais rebalayer très très rapidement parce que beaucoup connaissent déjà en fait le projet assez bien. Et du coup, la démarche low-tech, en fait, l'approche sur les low-tech, elle vient en complément en fait de ce qu'on appelle l'éco-conception, qui a été quand même un mouvement en fait assez large depuis plusieurs années, mais qui se posait pas forcément toutes les bonnes questions et qui n'allait pas forcément jusqu'à considérer les aspects aussi, je dirais presque géopolitiques, ou les aspects de capacité de résilience des projets, de capacité de réparabilité. Et en fait, c'est vraiment au cœur de la low-tech l'aspect de la durabilité de la solution, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'apporter une solution, il faut que cette solution soit vraiment durable dans le temps, y compris en termes d'accessibilité aux matériaux nécessaires pour la fabriquer, qu'au savoir-faire aussi pour l'entretenir et pour la réparer. Donc, on peut passer à la slide suivante. La manière dont la low-tech va, je dirais,
aborder différents sujets, et bien là, en fait, on voit en fait ce mur de mots et le travail qu'on est en train de mener ensemble, ça répond justement aux questions d'obsolescence programmée, de transition, changement climatique, de l'impact du numérique, de la capacité de résilience des systèmes, de leur maintenance, des ressources disponibles pour fabriquer ces solutions de la ville de demain, mais aussi de la souveraineté numérique. Et donc, c'est tous ces sujets en fait qu'on est en train d'aller chercher à travers je dirais le spectre de la low-tech. Et donc, on peut passer à la slide suivante. La définition de la low-tech avec effectivement toujours une approche technologique, une technicité simple et accessible, des matériaux disponibles en abondance pour que ces solutions soient réellement durables, et aussi avec des impacts sur la capacité de réparer localement, et donc sur aussi l'impact économique et social qui soit positif. En tout cas, on pose aussi ces questions-là quand on analyse en fait une solution sous le spectre de la low-tech. Et on peut passer aux quelques slides suivantes. Le projet s'inspire aussi des valeurs de la low-tech avec une philosophie partagée par de plus en plus d'acteurs. C'est un mouvement aussi qui est très français, mais qui aussi s'impose dans pas mal de pays. Il y a des solutions et des méthodes qui sont en train de se construire aussi. En fait, je crois que le projet qu'on est en train de faire tous ensemble nous permet d'affiner en fait ces méthodologies. Et le problème de la low-tech, en tout cas tel que nous on l'a identifié, c'est le problème de changement d'échelle. Et donc on est là aussi avec vous qui êtes des acteurs de l'immobilier et des réseaux pour GRDF, pour changer, pour réfléchir à la low-tech en fait au sein de l'échelle de la ville carrément. Voilà. Et on a quelques exemples, je crois, dans les slides qui suivent, qui illustrent. Voilà. Alors là, on est sur la méthodologie PADEO. Donc ça, c'est la frise que toutes les entreprises ont pu accueillir, qui existe aussi en digital et sur laquelle on vous demande d'ici encore pendant une semaine d'alimenter. On va faire remonter en fait grâce à vous toutes les infos qu'on a récoltées sur le jumeau numérique Miro, mais aussi dans vos locaux, parce que peut-être il y a des collègues qui n'étaient pas directement concernés, qui ont peut-être rempli un cartel, indiqué un projet, soit d'aujourd'hui, soit d'hier, soit un projet d'un partenaire ou d'un concurrent. Et donc, ça permettra aussi voilà, d'alimenter ce groupe de réflexion de manière participative. Et donc, on voit à travers les quelques slides d'après, quelques petits exemples sur lesquels on s'appuie pour montrer que on peut regarder juste, voilà, pour montrer que la low-tech, ce n'est pas forcément, comme on dit, le four solaire au fond du jardin, mais c'est aussi des projets qui peuvent s'intégrer sur des projets d'envergure, des projets carrément d'urbanisme et de grands bâtiments. Là, on voit des techniques anciennes qui inspirent aujourd'hui le rafraîchissement de la tour Montparnasse, qui est donc un projet voilà, qui s'inspire de la low-tech et qui va donc diminuer aussi les coûts de maintenance, mais aussi les coûts énergétiques, tout simplement, du rafraîchissement de la tour Montparnasse. Donc, c'est aussi la low-tech, c'est aussi se diriger vers des coûts réduits en fait, de maintenance et d'usage des bâtiments. On peut regarder la slide d'après, toujours sur des projets de construction. Un projet sur lequel j'ai moi-même participé, et aussi Adrien, qui vient de quitter Paris & Co, et que vous connaissez aussi tous et toutes. Eco 46, c'est un projet à Lausanne, donc un bâtiment de l'administration lausannoise. Eco 46, construit en paille porteuse, équipé voilà, d'énormément d'objets low-tech, construit avec des matériaux extrêmement locaux, terre locale, bois local pour tout l'aménagement intérieur. C'est un projet de référence que je vous invite à me visiter, parce que le bâtiment est visitable et qui s'inspire bien sûr des constructions en paille du début du siècle. Là, à gauche, on a la maison en paille de Montargis qui a 100 ans aujourd'hui, qui est toujours visitable. Et donc, ça montre à quel point aussi certaines techniques peuvent être intéressantes. Notamment, j'ai relevé un projet d'isolation par l'extérieur en façade à Paris, qui a eu lieu, je crois, dans le 15e arrondissement, qui est fait aussi en paille. Et donc, on en fera bien sûr un cartel, parce que c'est très puissant de pouvoir isoler par l'extérieur et avec de la paille pour atteindre des objectifs thermiques tout à fait performants. Et on voit peut-être la dernière slide, voilà, sur la construction terre, avec un laboratoire de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui reprend la voûte nubienne et qui en fait quelque chose aujourd'hui. Donc on prend une ancienne technique et on y ajoute du savoir contemporain pour en faire quelque chose qui puisse, je dirais, grandir et répondre à des enjeux de la ville d'aujourd'hui et d'un changement d'échelle aussi de ces techniques qui sont souvent
vernaculaires qui sont souvent à petites échelles. Et là, je vous partage du coup le prix Pritzker dont on a eu l'occasion de parler notamment avec Charlotte pendant le MIPIM. Et donc, c'est un architecte qui est reconnu pour son travail aussi très low-tech et sur son approche très locale et très frugale, je dirais. Et donc, je vous ai partagé dans le lien le lien vers l'article du Courrier international de cet architecte Francis Quéré, donc, qui a le prix Pritzker cette année. Et c'est aussi un signal fort du milieu de l'architecture qui envoie un signal en disant que, attention, il faut faire des bâtiments qui consomment peu d'énergie, mais qui aussi s'ancrent dans un système cohérent en termes de matériaux et d'accessibilité et de maintenance. Merci Cédric. Du coup, vous l'avez compris, l'objectif vraiment de ce travail, c'est d'adresser les grands défis finalement de ce qu'on pourrait appeler cette décennie décisive. Et pour conclure notre petite intervention que je vais clore rapidement pour laisser la parole à l'Institut Paris Région, notre enjeu, c'est vraiment de répondre à ces grands défis. Je vais vous les citer rapidement. Des grands défis qui sont d'abord de renforcer la résilience climatique de nos villes. On l'a tous vécu, les épisodes caniculaires ne vont faire que s'accroître. Les pluies diluviennes, bref, je ne vais pas vous faire un tableau catastrophiste, mais on a quand même quelques enjeux climatiques à résoudre. Et en la matière, on est persuadé que le génie du vivant peut apporter beaucoup de solutions, des solutions low-tech, rétro-tech même, de quelques milliards d'années. et voilà, et on vous propose bien de les explorer dans ce challenge. Un deuxième grand défi qui sera sans doute de faire muter notre existant. AREP, qui est partie prenante de ce groupe de travail, nous évoquait une étude qu'ils ont faite sur le Luxembourg et la trajectoire vers la neutralité carbone de ce pays. Si on veut arriver à réduire nos émissions carbone, nos émissions de GES d'ici 2050 et d'atteindre cette neutralité, en fait, il va falloir arrêter de construire du neuf faire muter notre existant, rénover low-tech, intensifier l'usage, rendre réversibles nos équipements, lutter contre cette obsolescence programmée et aller vers du réemploi, de la réparabilité. C'est aussi un enjeu clé sur lesquels, pareil, les solutions low-tech peuvent nous apporter. Troisième grand enjeu, c'est la réorganisation de nos territoires. Comment on fait finalement pour produire localement, pour relocaliser ces productions. J'ai vu dans la conversation qu'une personne nous disait ça fait grandement résonance à l'actualité. Tout à fait, c'est aussi ça la force des low-tech. Cédric en parlait aussi sur les questions géopolitiques actuelles. Voilà, il va falloir aussi qu'on puisse relocaliser nos productions, faire en sorte de faire appel à nos ressources locales, ressources énergétiques, ressources en matériaux, réexplorer nos proximités. C'est aussi un des sujets clés de la ville low-tech. Et puis, quatrième grand enjeu, Cédric en a parlé tout à l'heure, la réduction des consommations énergétiques, comment on fait en sorte d'opérer cette transition énergétique. Et en effet, l'actualité nous le rappelle grandement. Comment construire un mix énergétique résilient, pas seulement basé sur l'électrique, mais également qui va explorer d'autres formes d'énergie. Les biodéchets peuvent être apporteurs d'énergie, la géothermie également. Et le dernier grand défi, et j'arrêterai là, c'est changer aussi nos mentalités. C'est vrai que souvent, on associe innovation à technologie, innovation à Smart City. Je crois qu'on en revient tous, vous les premiers, en voyant aussi les limites de ces réponses qui sont coûteuses en argent, mais aussi en maintenance. Et comment on fait pour changer nos regards, construire peut-être d'autres formes d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle pour faire des territoires urbains un peu plus désirables. Et ça aussi, en la matière, on est persuadé que les low-tech peuvent beaucoup apporter. Voilà, sans plus tarder, on va laisser la parole à l'Institut Paris Région.
Simplement, pour vous rappeler les quelques dates prochaines qui vont nous rassembler au-delà de ce webinaire du jour, on vous donne rendez-vous donc le 31 mars pour Grand Paris Aménagement, GRDF, SNCF Immobilier et Groupama. Pour la fin de ce challenge, ce sera le 8 avril pour BNP Paribas Real Estate. D'ici là, à vos cartels, à vos inspirations, voilà, essayez de poster vraiment un maximum d'innovations, de solutions qui vous viennent parce que au final, c'est vraiment là-dessus que ce travail va pouvoir derrière capitaliser et tenter de déployer ces solutions à grande échelle. On aura une restitution le 12 avril de ces challenges. Structure après structure, 2 ambassadeurs de chacune de vos structures viendront nous présenter le travail qui a été fourni par vos équipes et les solutions à haut potentiel que vous avez identifiées en matière d'innovation low-tech. Et puis on aura un comité de sélection le 28 avril qui en sélectionnera 10. Voilà, 10 solutions vraiment à haut potentiel, à impact, qui viendront ensuite être présentées dans un événement de restitution où vous serez bien évidemment tous conviés et qui aura lieu fin juin, début juillet, avec l'ensemble des acteurs de ce groupe de travail et même au-delà, on conviera évidemment tout notre écosystème. Voilà, on laisse le micro à l'Institut Paris Région pour les 45 minutes qui vont nous réunir encore. Merci encore grandement à Christina et Odile. Je vous laisse peut-être partager votre présentation, à part si vous souhaitez que je le fasse, vous me dites. Je vais essayer de le faire, on va voir si ça marche. 45 minutes, c'est avec les questions? Euh, 45 minutes, c'est oui, enfin si on peut se laisser 5-10 minutes à la fin de questions-réponses, ce serait super. Mais voilà, prenez votre temps. L'important, c'est aussi de pouvoir apporter du contenu. Et puis, on restera peut-être au-delà de 12h45 s'il y a plus de questions que prévu. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le PowerPoint? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Bon, bah, du coup, déjà, merci beaucoup pour tous ces éléments. Déjà, merci Marion, Cédric et Swan. On va être très complémentaires, je pense, par rapport à ce que vous avez proposé. Donc déjà, je vais juste vous situer peut-être d'où on parle avec Christina. Peut-être que vous connaissez peut-être pas tous l'Institut Paris Région. C'est l'Agence régionale d'urbanisme et de l'environnement de la région Île-de-France. On est indépendant de la région, mais on travaille essentiellement pour les collectivités, donc à toutes les échelles, de la commune, communauté d'agglo, jusqu'à la région. On est amené aussi à travailler sur des contrats à l'étranger, essentiellement sur des schémas directeurs. Et on a une expertise maintenant assez ancienne, puisque l'Institut a été créé en 1960. Donc on est à la fois une agence d'urbanisme, une agence d'environnement. On a des spécialistes sur plein de thématiques. Ça va de la mobilité à l'économie, à la santé, au sport, la culture, l'environnement. J'en oublie sûrement, mais voilà. Donc on est un peu plus de 200 personnes près de la Tour Montparnasse. On a des locaux juste à côté, avec des experts donc pluridisciplinaires. Et la thématique des low-tech, elle est apparue chez nous avec à notre initiative, donc avec Christina, il y a peut-être maintenant 2-3 ans. C'était complètement nouveau, pas du tout présent dans nos métiers. Et en fait, on avait eu, par plusieurs contacts avec le Low-Tech Lab, avec Philippe Biwix, vraiment le sentiment qu'il fallait pousser cette thématique dans les questions urbaines. Parce qu'on sentait que c'était un cadre opérant pour répondre aux grands enjeux urbains et que ça pouvait être aussi un nouveau terrain de politique publique. Donc, on a fait plusieurs travaux, on y allait par étapes, parce que d'abord, il fallait convaincre en interne que cette thématique pouvait être portée, et aussi convaincre dans nos réseaux professionnels qu'il y avait un sujet, qu'il fallait s'en saisir et que ça pouvait apporter des solutions. Donc, le premier travail qu'on a mené, c'est une note rapide. Vous voyez là à gauche, les low-tech, les innovations pour la résilience des territoires. C'était c'était un 6 pages assez court et qu'on a essayé de diffuser largement pour commencer à sensibiliser en fait sur le sujet.
Et ensuite, on a conduit deux travaux dont on va vous parler aujourd'hui. Un travail prospectif sur la Villothèque en 2040, où là, vraiment, on a fait un travail où on a essayé de libérer les imaginaires sur un futur souhaitable, sur ce que pourrait être une Villothèque en 2040. On a fait ça dans le cadre des rencontres de l'AFNO à Brest, qui se sont tenues en plein Covid, en pleine crise Covid, donc c'était fin 2020. Et donc le contexte a aussi beaucoup joué, on reviendra dessus sur la façon, comment ça a pu libérer aussi nos imaginaires sur ces questions de transition en fait. Et on a également produit un troisième travail qui vient de sortir aussi, il est assez récent, on l'a publié en janvier 2022 là. C'est la Villothèque, c'est un travail qu'on a mené conjointement avec AREP et avec lequel on a eu un soutien financier de l'ADEME. C'est un travail qui explore en fait la thématique low-tech à l'échelle de la ville. Donc l'idée c'est de faire un saut d'échelle et de montrer pourquoi le low-tech pouvait être pertinent à l'échelle urbaine, territoriale, et aussi d'asseoir en fait cette thématique non pas comme un énième concept de ville, mais de montrer comment ça pouvait nous aider au quotidien en fait dans nos travaux. Ce travail va être suivi par un deuxième tome sur lequel on est en train de travailler actuellement, qui sera un cahier d'inspiration low-tech. Donc, où on donnera à voir voilà, des imaginaires autour de la ville low-tech à différentes échelles, et on va solliciter du coup plein de partenaires pour l'alimenter. Donc, je vais vous parler de la ville low-tech. Du coup, c'est donc cet ouvrage sur la question de la low-tech à l'échelle urbaine. On a sous-titré vers un urbanisme de discernement, parce que ce qui nous a semblé vraiment essentiel dans ce travail, c'était le discernement qui est appliqué en fait dans tous les projets. Et c'est quelque chose qui distingue énormément la low-tech d'autres concepts qui sont souvent utilisés pour désigner les villes. Donc, en fait, on a fait une étude un peu en deux parties. La première, c'était d'essayer d'explorer et d'objectiver un peu tous les grands concepts de ville dont on parle. Il y a des effets de mode. On a beaucoup parlé de la smart city, mais on a aussi parlé de la ville créative, la ville des proximités, la ville adaptable, la ville sobre, la ville productive. Donc, tous ces concepts, en fait, sont largement utilisés et font rêver aussi beaucoup les collectivités, les villes qui ont envie de s'inscrire dans ces dynamiques. Donc, on a essayé de poser un petit peu tout ça et de voir dans quelle mesure la low-tech apportait quelque chose. Est-ce que ça valait le coup de parler d'un concept de ville low-tech, ou est-ce qu'on était en train juste d'ajouter quelque chose qui était complètement redondant, par exemple avec la ville frugale ou la ville inclusive. Et donc, on a fait un travail de recherche voilà, un peu académique sur cet aspect-là, pour essayer de voir où on se situait. Et on voit qu'elle a des porosités, la ville low-tech, avec d'autres concepts, donc la ville frugale, la ville productive, la proximité, la ville créative à certains égards. Elle ne s'oppose guère qu'à la smart city, et encore, ça se discute sur certains leviers. Et elle a beaucoup en commun aussi avec la biorégion, parce qu'on est très en phase avec les idées de comprendre son territoire, de se l'approprier, de le connaître, de faire en proximité, de tenir compte de la biodiversité. Il y a un rapport au vivant aussi qui peut être partagé. Donc, on a, à partir de tout ce travail, défini en fait ce qu'on appelait, nous, la ville low-tech. Alors, on n'a pas ajouté une définition sur une définition, mais on a voulu insister sur le fait que la ville low-tech, c'est d'abord une démarche. Donc, il n'y a pas, on n'est jamais à 100% low-tech, on est dans une démarche, une initiative qui tend vers un certain nombre d'objectifs. Donc, c'est une démarche qui est évolutive, qui s'adapte dans le temps et qui surtout cherche à mettre les individus en capacité d'agir dans leur territoire. Donc, pour ce faire, on a donné une définition qui s'appuie sur 4 grands principes. Le premier, c'est le juste besoin. Donc, c'est l'idée de questionner en fait les besoins, mais c'est de se dire, c'est un peu une éloge du juste suffisant. Se dire qu'on peut modifier un peu nos critères d'arbitrage, plutôt que de dire ce qui est vraiment un besoin essentiel ou un besoin superflu. L'idée, ce n'est pas d'opposer, c'est de dire comment on peut arbitrer de manière à répondre de la manière la plus simple possible à notre besoin. Donc ça suppose de définir ensemble avec des acteurs de manière assez ouverte et pas juste en silo dans les différentes
collectivités, villes, organismes, institutions ou entreprises. C'est vraiment de définir collectivement quel est le besoin auquel on souhaite répondre et essayer de voir la manière la plus simple d'y répondre. Pour cela, on a une boussole qui est assez claire, qui est celle du discernement. Donc, on va regarder la sobriété en ressources. L'idée derrière tout ça, à l'échelle des villes, c'est de s'interroger sur le métabolisme territorial, c'est d'essayer de voir un peu les flux, de comprendre où sont les surconsommations, est-ce qu'on n'est pas dans un surdimensionnement des solutions, essayer de voir si on peut rendre les villes plus économes pour réduire les risques d'approvisionnement, pour réduire leur impact sur l'environnement. Donc l'idée, c'est un peu de mettre les villes au régime, hein, concrètement. Donc on va chercher à réduire. Là, je m'appuie tout à fait sur ce que vous avez dit auparavant. Hein. Donc on cherche d'abord à réduire. Ensuite, on cherche à réparer, réhabiliter, réutiliser, refabriquer aussi, et recycler quand rien d'autre n'est possible. L'idée de la réduction, en cela, elle est peut-être un petit peu différente de la ville circulaire. La ville circulaire, elle cherche d'abord à optimiser les ressources, et peut-être que la low-tech, elle va d'abord chercher à réduire, en fait. Voilà. Donc, il y a des porosités avec on va dire, d'autres concepts de ville, mais il y a des singularités aussi. Le deuxième volet, c'est l'accessibilité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on trouvait qui était peut-être peu traité finalement. Alors quand on parle d'accessibilité, c'est derrière, il faut voir l'appropriation par tous, le fait de mettre les individus, les collectivités, les entreprises, enfin, tous les organismes en capacité d'agir, à être plus autonomes, et de se dire que la complexité des techniques, quelque part, elle nous dépossède de ce qu'on était peut-être parfois capable de faire auparavant. Et du coup, on est souvent dépossédé à la fois dans la production, mais aussi dans sa consommation en tant que citoyen. Et l'idée, c'est d'encourager la créativité et l'appropriation des savoirs techniques. Donc, ça veut dire, ça pose des questions aussi d'éducation derrière, ça pose des questions de simplification des processus de production. Ça veut dire aussi travailler à l'intensité en emploi dans les activités. Par exemple, on peut aussi réinterroger la place de l'économie dans nos sociétés, essayer d'aller vers une économie qui est plus centrée sur l'humain, donc qui va laisser plus de place aux expérimentations, au droit à l'erreur, plus humano-centré, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer des activités qui nous sont semblées particulièrement pertinentes avec les crises qui viennent, hein, la santé, l'éducation, la culture, la sécurité aussi. C'est de reconnaître certains secteurs qui sont des moteurs essentiels aujourd'hui dans on va dire, le bien-être collectif et la santé de nos territoires. C'est aussi laisser plus de place à l'intelligence collective. Et finalement, l'urbain, la ville, c'est un élément essentiel pour faciliter toutes ces relations de coopération. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être où on se dit que la low-tech, elle n'est pas juste un outil technique et de sobriété, de simplification, elle est aussi un outil d'appropriation et d'accessibilité qui va permettre le vivre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et le dernier levier, pour nous, c'est la juste échelle. C'est travailler à la bonne échelle. Alors la bonne échelle, la première échelle, on va dire, c'est peut-être la proximité, c'est de travailler à des petites échelles, mais on se doute bien que dans des grandes métropoles, on ne va pas retourner à quelque chose de très local où tout est fermé. Il y a les relations avec les territoires environnants et c'est aussi travailler toutes ces échelles de collaboration et systématiquement chercher en fait quelle est la bonne échelle pour le projet. Donc c'est quelque chose qui doit être finalement questionné de manière assez systématique et toujours avec l'idée de garder en tête une échelle qui est humaine et appropriable. Donc pas des choses qui sont trop grandes, des trop gros projets dans lesquels on se perd où finalement personne n'est responsable et finalement qui entravent la capacité à agir. Donc quand on dit ça, finalement, ça amène aussi beaucoup de choses derrière parce que quand on est sur la bonne échelle, qu'on essaie de réduire aussi les échelles, qu'on travaille dans la proximité, on remet de la place pour le sensible. Il y a un nouveau rapport au vivant. C'est aussi retrouver une certaine humilité dans ce qu'on fait, privilégier la juste mesure, le juste dimensionnement des solutions techniques
par rapport au toujours plus, par rapport à la vitesse, voilà. Il y a l'idée de ralentir. Ralentir, ça peut se voir si on pose des questions de mobilité. Donc, on va faciliter évidemment toutes les circulations douces, la marchabilité dans les villes, tout ce qui va permettre de créer de la porosité, des rencontres entre les gens. Ça veut dire aussi, par exemple, sur les véhicules, ça veut dire ralentir, baisser les vitesses, diminuer la taille des véhicules, aussi le poids des véhicules. Donc la low-tech, elle embarque un certain nombre de choses qui sont très variées. Quand on pose ces questions à l'échelle urbaine, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de leviers d'action. Donc quand on pose la question aussi donc, de la juste échelle, derrière ça, il y a aussi les questions d'autonomie, de souveraineté, de résilience face aux risques, aux différents risques. Voilà. Donc, nous, on a travaillé dans un contexte, là, quand on faisait ce travail, on était en plein dans le Covid. Bon, maintenant, on le voit aussi avec le contexte géopolitique qui se tend. Avoir un peu plus de souveraineté, avoir des liens forts avec les territoires avec lesquels on est partenaire, c'est des choses qui, aujourd'hui, retrouvent toute leur place, quoi. Donc, tout ça pour dire que la ville low-tech, pour nous, ça ne doit surtout pas être un label, un énième... Mais c'est un questionnement, c'est une démarche qui est pragmatique et évolutive. L'idée, c'est de donner un nouveau récit aussi de la modernité, du progrès. Donc, on se dit, si on se pose un peu quand on commence un nouveau projet, quelle que soit l'échelle, la question du juste besoin, la sobriété en ressources pour y répondre, la question de l'accessibilité, est-ce qu'on va être appropriable par tous, est-ce qu'on est inclusif, est-ce que les gens vont pouvoir se saisir et innover aussi par eux-mêmes, et après, la question de la bonne échelle. Tout ça, en fait, ça nous permet d'avoir un discernement dans nos solutions et une boussole qui nous permet de répondre à un certain nombre de questionnements. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous faire un petit cadrage. On pourra discuter peut-être plus amplement pendant les questions. Et vous dire que donc, ce travail, on l'a publié. Tout est accessible sur notre site si vous êtes intéressé. En fait, on est un organisme un peu d'utilité publique, donc on diffuse largement tous nos travaux. Et je vais passer la parole à Christina pour vous parler d'un autre travail qui est toujours sur la low-tech, mais qui est vraiment un travail de prospective. C'est-à-dire que si on a mis tout ce que je viens de vous dire en place et qu'on allait la société nous suit, qu'est-ce que ça donne en 2040? Voilà. J'y vais. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc, comme le disait Odile, après la première note rapide, en fait, la FNO, qui est donc la Fédération nationale des agences d'urbanisme, nous a demandé de faire un récit prospectif à 2040 et nous a demandé d'imaginer un futur heureux en 2040 où la low-tech se serait développée. Voilà. Et elle nous avait donné en gros 20 ans pour arriver à ce récit, c'est-à-dire non seulement il fallait inventer ce récit, imaginer à quoi pourrait ressembler ce mode de vie idéal en 2040 et heureux, et imaginer le chemin pour y arriver. Et on a organisé des ateliers d'intelligence collective à la fois avec Philippe Biwix, le Low-Tech Lab, et puis des chargés d'études très différents au sein de l'Institut, qui venaient avec des thématiques et des expertises différentes. Et on a essayé de dresser ce récit et il nous est apparu très rapidement que vraiment, il y avait 3 basculements, très significatifs. C'était, comme le disait Odile, un nouveau rapport au savoir technique, c'est-à-dire de remettre les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de se dire que finalement, la question de la juste taille, de la juste échelle, de l'appropriation, finalement, elle revient à se dire il faut absolument que le savoir technique reprenne une place importante dans nos sociétés. Il faut faire, pas seulement penser, mais aussi réapprendre à faire et faire le rendre le plus accessible possible. Et pour le coup, ça veut dire avoir un nouveau rapport non seulement aux solutions techniques, aux innovations et aux objets. Parce que si un objet est complexe, si une infrastructure est complexe, finalement, sa capacité à être réparée, réemployée par un maximum de gens devient de plus en plus difficile. Si on prend le cas d'une Tesla ou d'une 2 chevaux, on n'est pas sur le même type de garagiste, clairement. Et ça fait vraiment clairement la différence.
Et ça rapproche par rapport, ça a des liens aussi avec notre capacité de résilience. Vous comprenez bien que si la Tesla ne peut être réparée que par une personne, alors que la 2 chevaux peut être réparée par 10, 20, voire même dans un petit garage à côté de chez soi, c'est pas la même chose en termes de capacité d'agilité et d'adaptation. Donc, je vais maintenant passer au récit. Je vous invite... Le récit, c'est une histoire qu'on s'est racontée, donc vous le voyez projeté. Il y a à la fois un poster et puis le chemin à côté. Et je vous invite juste à fermer les yeux si vous en avez envie, à vous détendre et à écouter ce récit en 2040. Voilà, j'y vais. Donc on est en 2040 là, hein, et on est hyper heureux. Donc voilà, la low-tech n'est pas un refus de la technologie. Elle vise son utilisation juste et suffisante, un mix technologique équilibré entre technologies simples et complexes. Alors à quoi pourrait ressembler cet équilibre entre les humains et leurs techniques? Entre 2020 et 2040, les prises de parole se sont multipliées. Elles ont mis en débat les arbitrages qu'il était utile et nécessaire de faire. En 2040, la convivialité, l'humilité, l'effort, l'adaptabilité et un rapport au monde plus concret sont devenus le nouvel idéal de vie. On se sent plus indépendant, plus autonome dans notre capacité à subvenir à nos besoins, mais aussi plus lié à ceux avec qui on a choisi de coopérer, de travailler, de gérer les communs en proximité. On s'efforce de répondre aux besoins fondamentaux, dont une partie s'achète avec des monnaies locales pour favoriser les circuits courts. Il y a eu des tensions et des clivages importants qu'il a fallu dépasser. Alors, on a renouvelé les institutions à partir d'une vaste décentralisation qui paraissait indispensable pour mieux écouter et pour mieux s'adapter au contexte local. La nouvelle constitution intègre désormais les droits de la nature et une meilleure implication et représentation citoyenne dans des espaces ouverts et coopératifs. On a repris le goût d'apporter aux autres et la reconnaissance sociale vient de ce que l'on donne plus que de ce que l'on prend ou expose. On ne mesure plus le bien-être avec des indicateurs de croissance, mais avec des indicateurs de constance ou d'équilibre, qui évaluent le bon fonctionnement de nos métabolismes physiques et sociétaux. Les humains se considèrent comme une espèce parmi les autres qui a besoin des autres. On a donné à l'école une place nouvelle. Pendant longtemps, elle nous avait appris à envisager le monde en séparant culture et nature, sciences naturelles et sciences sociales. Ce cloisonnement des savoirs nous privait de capacité à envisager le tout. Science et conscience, désormais, fonctionnent de pair et cela change tout. L'école invite chacun à reprendre de l'autonomie sur sa vie. Nous nous sommes débarrassés des 2 névroses qui avaient caractérisé l'entrée dans le XXIe siècle. La névrose du trop-plein et la névrose du vide. On y était arrivé en prenant du recul sur notre surconsommation, l'amoncellement d'objets dont on ne questionnait plus en définitive l'utilité, l'accessibilité ou l'impact social ou environnemental. Une grande partie de la population suit des formations pour apprendre à réparer, transformer, recycler. On forme largement aux savoirs techniques indispensables pour assurer une autonomie et une résilience sur les besoins considérés comme vitaux ou stratégiques. On partage les travaux pénibles, chacun y contribue en fonction de ses capacités et tout au long de sa vie. Des millions de personnes ont changé de travail ou diversifié leurs activités, et ce, quel que soit leur niveau de qualification. L'agriculture est en plein essor, elle se développe surtout en circuit court. On se déplace autrement, moins, plus lentement, en proximité, avec des mobilités plus douces. La voiture répond à des usages précis, elle est plus sobre, son utilisation est souvent partagée. Le voyage est plus rare. Il est dépaysant, lent et sensible. Il permet des échanges plus profonds, des enseignements plus denses. Les familles et les amis se sont rapprochés géographiquement. Les petites gares de chemin de fer ont réouvert. On s'écrit des lettres plutôt que des textos. La culture pour tous est devenue réalité. Elle est un facteur essentiel d'identité et de cohésion sociale. Cette nouvelle culture se diffuse aussi dans les bibliothèques, au théâtre, dans des fabriques, des imaginaires, dans les quartiers. On apprend maintenant tout au long de sa vie, dans des campus ouverts sur la cité, issus des citadelles universitaires d'antan. Ils sont à la fois lieux d'études, de recherche, de travail,
mais aussi des lieux de vie, d'expérimentation, d'innovation en tout genre. Bref, des quartiers de ville qui favorisent les échanges. La frontière entre la vie active, la formation et la retraite s'est estompée. Un système garantit les moyens de subsistance pour tous et donc plus d'agilité dans un parcours de vie plus diversifié. Les entreprises aussi se sont adaptées. Elles ont innové dans leur modèle d'affaires et leur gouvernance. Elles se sont beaucoup interrogées sur la valeur d'usage de leurs produits, leur juste taille, sur leur contribution à la gestion des communs, sur leurs impacts sociaux et environnementaux. La société les y a poussés, la réglementation aussi. Les enseignes de sport offrent désormais des services de mobilité douce, en proximité. Les magasins de bricolage sont devenus de vrais laboratoires où on expérimente et on échange des savoir-faire techniques en matière de construction, de réparation. Les magasins de vêtements prêtent, louent, réparent, apprennent à coudre toutes sortes de textiles. Au fil des ans, de nombreuses activités se sont relocalisées. Les chaînes de valeur et les outils de production se sont simplifiés, toujours en cherchant la bonne échelle. Du très local jusqu'à l'international quand c'est nécessaire. Certains objets complexes et utiles sont encore construits par des réseaux de moyennes et grandes entreprises au niveau international. Mais d'autres objets plus simples sont construits dans des petites entreprises, des usines locales, des ateliers. L'artisanat est en plein essor. Les sphères marchandes et non marchandes cohabitent. Troc, dons, aide aux travaux, échange de services et de compétences, le nombre de coopératives a explosé. Si la recherche de la simplicité et de la réparabilité a favorisé les process low-tech, les nouveaux arbitrages n'ont pas abouti à abandonner les objets high-tech. Ils ont été recentrés sur des usages véritablement utiles et on les regarde au contraire avec bienveillance. Ils sont là pour rapprocher, pour émanciper des tâches difficiles. Et ils font l'objet, comme les autres, d'une éco-conception rigoureuse. Les territoires sont des bassins de vie plus réduits, au rythme apaisé, avec des identités locales, des lieux de rencontre, de diversité culturelle, des liens de production et de consommation plus sobres et plus concrets. C'est là qu'on évalue périodiquement les risques et les vulnérabilités associées avec l'ensemble des parties prenantes. Société civile, État, entreprises, recherche, compagnies d'assurance. C'est là aussi qu'on mesure les ressources disponibles, les incidences de nos actions. On y expérimente hors des cadres établis, avec de véritables marges de progression. Non, d'expérimentation, pardon. L'État joue un rôle de stratège. Il utilise son pouvoir réglementaire et normatif. Il a par exemple interdit les produits dont le niveau de pollution était incompatible avec ce que l'environnement pouvait encaisser, comme ces 4x4 urbains à la mode en 2020. Il a inversé la logique fiscale en augmentant la taxation des objets neufs ou produits à l'autre bout du monde et en allégeant celle du travail, encourageant ainsi à réparer plutôt qu'à remplacer et favoriser l'intensité en emploi des processus de production. Il anime, facilite les coopérations interterritoriales, il accompagne la recherche et l'innovation en poussant le développement des innovations low-tech et leur combinaison avec les high-tech. Les innovations sont partout, dans le droit, la politique, l'organisation, les modèles d'affaires, les technologies simples, accessibles, la pédagogie, le rapport à la nature. Ce chemin a permis de nous incapaciter. Il a permis de relocaliser des activités essentielles à notre résilience, de créer des emplois, de retisser des liens essentiels. Il a permis de développer des liens de coopération forts entre producteurs, entreprises, consommateurs et territoires. On est devenu une société apprenante, innovante et confiante dans l'intelligence collective. Un grand merci. Un grand merci à vous pour ce récit qui fait du bien, qui rend heureux, je crois, et puis surtout qui donne du sens à nos travaux. Parce que comment on y arrive, je pense que voilà, on a tous à la bouche le fait de construire de nouveaux récits, de réussir à faire advenir une société qui nous rend un peu plus heureux, et vous arrivez à l'incarner dans ce récit, et par nos travaux, j'espère qu'on va réussir à faire en sorte que ça devienne une réalité. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Après, c'est une version condensée du récit.
Je vous invite à regarder sur notre site. Il est un peu plus long que ce que je viens de lire. Et pour parler de chemin, clairement, on a eu des discussions sur justement le chemin et qu'est-ce qui pouvait nous amener en 2040 à y arriver. Et ce chemin n'est pas un long fleuve tranquille. N'est pas un long fleuve tranquille. Clairement, enfin, on a eu des discussions entre nous sur qu'est-ce qui pouvait nous y amener. Et je pense que les crises, hélas, permettent de changer de posture. On a aussi beaucoup travaillé sur les valeurs, le système de valeurs. Parce qu'en fait, dans le groupe, quand on a fait l'atelier de prospective, tout le monde disait, mais dans 20 ans, ça ne peut pas avoir changé autant. Et comme le point de départ, c'était un futur heureux, en fait, on a beaucoup travaillé sur le système de valeurs et qu'est-ce qu'on valorise dans la société, quel est l'éthos à un moment donné. Et on s'aperçoit déjà, si on fait un petit regard dans le passé, ça change souvent, en fait, les valeurs. Donc, d'une génération à l'autre, il y a quand même des gros changements. Donc, en fait, on a d'abord commencé par travailler sur un ensemble de valeurs qui seraient partagées collectivement en 2040 et du coup la société qui en découle, comment elle fonctionne et qui nous permettait de décrire cette société low-tech. Et ce comment, j'imagine qu'on le retrouve du coup dans le lien et dans l'ensemble des travaux que tu nous as partagés, Odile. Oui. Super. Un grand merci à vous. Je savais que ce serait passionnant, mais peut-être pas à ce point-là. Enfin, moi, je trouve ça très, très inspirant. Et je suis vraiment heureuse que on puisse partager ces travaux à ce challenge et à tous les participants parce que je pense que ça va tous nous remotiver pour se mettre à fond dans cette dernière ligne droite. Je vous propose qu'on passe aux questions pour que vous puissiez aussi vous prendre la parole et voilà, adresser vos questions à Odile et Christina sur le dernier quart d'heure qui nous reste ensemble. En tout cas, les réactions sont très positives. Récit qui donne une envie folle d'y être. Je suis la première à appeler ce futur de mes voeux, mais je pense qu'il faut intégrer les difficultés, les réticences, la réalité du lobbying, les futures tensions plus exacerbées et la réalité physique qui ne nous laissera pas mettre en place tout ceci sereinement. Merci à vous, Lila, pour ce message. En effet, c'est ce que... Ouais, c'est exactement qu'on s'est dit aussi, c'est-à-dire que vous regarderez le chemin. Il y a le poster et le chemin, et dans le chemin, il y a effectivement des problèmes d'approvisionnement énergétique, une descente énergétique, il y a les gilets verts, il y a des problèmes, d'inondation, il y a des problèmes d'approvisionnement alimentaire, il y a toute une série de crises qui amènent presque par obligation à repenser le tout. Je vois qu'il y a des mains levées. Je propose à ceux qui les lèvent d'ouvrir leur micro et de prendre la parole. N'hésitez pas. En fait, Régis, ouais. faut juste oser. Du coup, je me permets, mais je ne voudrais pas frustrer d'autres personnes. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très chouette, limite émouvant. Donc, vraiment, merci pour ce temps-là. Moi, j'ai envie de voir, alors je ne voyais pas très bien la frise sur mon écran. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est quoi les premiers pas à faire? Alors, ils sont probablement marqués sur la frise d'un point de vue collectif. Christina, je vois que ça te fait réagir. Et notamment, c'est quoi les premiers pas à titre personnel? Alors, je ne demande pas une réponse précise, mais peut-être un truc général sur votre point de vue là. Tu veux y aller, Odile? En fait, déjà, la frise, c'était une chronologie possible. On s'est dit qu'il y avait plusieurs moyens d'y arriver, donc elle n'est pas, évidemment, on n'est pas Madame Irma, donc c'était le consensus du groupe pour se dire, bon, avec ce nombre de crises-là, on va y arriver pour que ça bouge à des échelles collectives. On a aussi des gros débats sur qu'est-ce qui est du ressort de l'individu ou qu'est-ce qui est du ressort d'une collectivité, voire de l'État, parce que c'est-à-dire que l'État a quand même un nombre d'outils à sa disposition pour faire bouger les choses qui est conséquent et qui fera bouger le levier réglementaire, la commande publique, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Si ces discours-là sont portés au niveau de l'État et pas juste dans des milieux militants associatifs qui sont top, mais qui auront du mal à passer à l'échelle, quoi. Et donc, toutes ces questions-là, on en a débattu et à la fin, on n'est pas tous d'accord entre nous. C'est quelque chose qui est... voilà.
difficile. Après, à l'échelle individuelle, on n'a pas de, enfin, moi, j'ai pas de réponse. On peut juste dire, nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle à l'Institut, nous, c'est de diffuser autant que possible l'intérêt de cette démarche low-tech, de travailler ensemble, de changer un peu nos modes de travail, d'essayer de voir comment on peut insuffler des choses, en fait, en étant dans une économie de moyens, en essayant de faire plus simple. On travaille beaucoup sur l'appropriation. On est assez convaincu que plus il y a de gens convaincus et qui se sentent en capacité d'agir et à faire des choses, eh ben, on arrivera à bouger plus vite. Voilà, mais c'est hyper modeste, quoi. Donc l'idée vraiment, c'est de diffuser, mais je ne sais pas, Christina, si tu veux compléter. Non, non, mais si, j'abonde en tous les cas, d'un point de vue individuel, Odile comme moi, notre intention depuis le départ, c'est faire changer comme on peut la perception de l'innovation. Faire changer, décaler l'état d'esprit des gens sur ce qu'est la modernité et ce qu'est l'innovation. Et ça, pour ça, on essaie de se dire, il faut pas qu'on clive, quoi. Et si c'est l'affaire de quelques militants, en gros, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça parle à tout le monde. Et il faut que l'état d'esprit il change à la fois du côté des entreprises, du côté des associations, du côté des territoires. Et ne pas cliver. Et que chacun se dise, quel que soit mon point de départ, j'ai quelque chose à faire. Et comme le disait Odile, à l'échelle de l'État, la question, elle est clairement réglementaire et au niveau fiscal aussi, pour favoriser la proximité et l'intensité en emploi des processus de production. Parce que quand on parle d'accessibilité et de convivialité, on parle du dimensionnement des outils, du dimensionnement des machines, du dimensionnement des équipements, du dimensionnement des infrastructures. Et si on veut qu'il y ait plus d'intensité en emploi, il faut changer la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à investir dans une grosse machine qu'à investir dans une masse salariale. Et ça, il faut absolument que ça change. Et il faut sortir de ces logiques aussi d'économie d'échelle pour rejouer la proximité, pour rejouer les petites unités de production en proximité, etc. Et à l'échelle des collectivités, je pense qu'il faut pousser justement ce genre de démarche, à la fois structurer des filières en circuit court. Nous, en tant que consommateurs, on a évidemment énormément de choses à pouvoir faire bouger dans notre façon de consommer, carrément, évidemment, et dans les produits qu'on choisit aussi. À part ça, je n'en ai aucune idée sur ce qui va nous y emmener ou pas. C'est déjà pas mal, je trouve, en termes d'idées. Après, je laisse la parole. Je me suis permis de partager une vidéo de Sandrine Roudot sur YouTube qui parle d'utopie et qui, moi, m'inspire pas mal. Pour te donner de l'espoir par rapport à cette tâche immense qui sont devant. Voilà, merci beaucoup. Et valoriser aussi les formations professionnelles, revaloriser les formations techniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Pour ceux qui restent encore avec nous, Christopher, je vous laisse le micro. Oui, bonjour à tous. Moi, je veux juste savoir si vous travaillez avec la fondation Good Planet ou pas. Et est-ce que je vous attache de les contacter. Je pense que c'est à Paris, c'est très bien, c'est très peu connu malheureusement. Moi, je suis Picard, je suis de l'Oise, je travaille à Paris. Et quand je parle de la fondation Good Planet aux Parisiens, aux gens de l'Île-de-France, une personne sur 3 connaît la structure. C'est déjà bien, mais je suis un peu malheureux. Et c'est gratuit, donc je vous invite à aller voir et aller voir leur site. Voilà. C'était juste pour faire un petit aparté. Merci. Merci, c'est noté. Une bonne journée à tous. Merci. Allez-y, hein, je ne vois pas forcément toutes les personnes qui veulent prendre la parole, mais je vois des mains se lever. N'hésitez pas. Peut-être en attendant, moi, une petite question qui m'est venue quand vous avez parlé de 2040. Je me suis demandé pourquoi 20 ans? Pourquoi cette échelle de temps et pas 30 et pas 10? Est-ce que vous avez... On ne sait pas du tout pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis 2040. Ça faisait partie de l'exercice de départ. C'était récit heureux à 2040. Projetez-nous en 2040 dans un récit heureux et ensuite décrivez-nous un chemin possible.
Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 2040. Je pense que c'est parce que c'était pas trop loin non plus. Il fallait pas que ce soit... Enfin, fallait que ça semble accessible, en fait. Quelque chose qui était de l'ordre, voilà, de l'échelle d'une vie. C'était pas si loin, quoi. Alors, du coup, je prends la parole puisqu'il n'y a pas de questions et je m'arrête s'il y a une question. Mais bon, déjà, je suis très heureux que les posters soient téléchargeables puisqu'ils sont très, très chouettes. Et effectivement, la capacité d'enchanter, de raconter en fait ces transitions ou en tout cas ces pistes qu'on pourrait nommer d'utopie, mais pas vraiment parce que moi, j'ai l'impression que c'est déjà en train de se passer en fait. Moi, dans mon travail, en tout cas, donc une petite vingtaine d'années sur ces questions-là, à travailler avec beaucoup de collectivités, notamment en Suisse romande. Il faut savoir que la Suisse, dans son côté neutre et un peu autonome, réfléchit à la résilience alimentaire et notamment à intégrer dans sa constitution les questions de combien est-ce qu'on a de jours en Suisse si les ponts s'arrêtent, si les transports s'arrêtent, etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a une réelle prise de conscience en France suite à la dernière crise, la crise Covid, puisqu'on a vu que les chaînes d'alimentation pouvaient être coupées, que chacun gardait ses masques, qu'au niveau de l'oxygène, chacun se tirait la bourre, et que pareil pour les tomates et les carottes, et qu'on voit que les crises sont des accélérateurs. Je reviens à notre travail sur Rétrofutur, mais notre ouvrage a aussi exploré en fait avec des prospectivistes, mais aussi c'est basé sur la grande histoire en fait du XXe siècle. Et en fait, les innovations et les innovations sociales arrivent en période de crise. C'est-à-dire que quand tout va bien, on a tendance à un peu se relâcher. Et puis le jour où il y a une tension sur les matériaux, une tension sur l'énergie, et la crise en Ukraine aujourd'hui nous montre à quel point on revient tous au prix du kilo de pâtes, au prix du kilo de cuivre, etc. Et à la géostratégie globale de ce monde qui était extra globalisé. Et tant mieux, parce que les échanges internationaux, voilà, c'est aussi pour moi peut-être une forme de progrès, mais ce progrès, quand il va trop loin dans l'interdépendance, puisque un morceau de ma voiture est fabriqué là, l'autre en Pologne, quand je fabrique un jean, il fait 4 fois le tour du monde, ben, en fait, on voit que ça a des limites, et que quand il y a des crises politiques, des crises énergétiques, eh bien, on est tous rappelés à l'ordre, et je crois que ça peut aller beaucoup plus vite que 2040, c'est-à-dire que si la crise européenne aujourd'hui continue, on va assez vite, et ça c'est l'histoire qui le dit, se retrouver avec des matériaux extrêmement chers et après même plus du tout accessibles. Donc on va devoir se sortir de nos propres, je dirais, zones de confort pour retrouver des choses, repartager, trouver des solutions et dans l'urgence. Et donc c'est pour ça que je partageais des propos de Jean-Marc Jancovici qui dit qu'effectivement, il vaut mieux peut-être un petit peu anticiper ces crises et pouvoir, sous une contrainte modérée, faire ces transitions, en tout cas les anticiper et prévoir ces scénarios plutôt que de les subir complètement et d'être dans la panique au dernier moment et de tous essayer de choper des pattes à la dernière minute. Donc la résilience économique, la résilience territoriale et économique, elle est, je crois, importante et elle est en train d'arriver en fait très rapidement avec les crises qu'on a vécues ces 3 dernières années et espérons qu'on ne va pas vivre de crise climatique majeure en 2022 ni en 2023, parce que si on rajoute à côté de ça des problèmes agricoles internationaux, ça risque d'accélérer encore notre capacité et notre urgence à passer à une crise sociale aussi. Et alors du coup, je me permets de rebondir en vous écoutant. Est-ce que ces travaux ont été partagés à des décideurs politiques? Enfin, c'est vrai qu'il y a les élections qui arrivent et on se dit quelque part qu'il faut aussi qu'on puisse inspirer nos différents candidats sur ces scénarios, sur la construction de ces nouveaux modèles. Est-ce que ce travail aussi de porter cette réflexion qui implique aussi quelque part des choix de société, des choix politiques, des cadres réglementaires, vous l'avez dit. Est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pour ambition de porter du côté de l'Institut Paris Région? On a clairement l'ambition de le porter, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, en fait, on va dire des élus ou des politiques qui sont sensibilisés, c'est à titre individuel. On va dire que ce n'est pas porté par
c'est pas porté par les collectivités ou l'État. Enfin, en tout cas, nous, de notre côté, on n'est pas en mesure de le faire. On le souhaite, voilà, mais c'est pas évident. On commence à voir dans d'autres territoires en France des collectivités qui commencent à s'intéresser très sérieusement au low-tech et à voir comment mettre en place des dispositifs de soutien. La difficulté qu'on a, il y a un écueil, c'est de se dire que ce thème, en fait, se retrouve plus dans un soutien à un monde associatif, mais pas dans une transformation à l'échelle, on va dire, du territoire. Donc la question de l'échelle est un vrai sujet. Et l'autre biais qu'on peut voir, c'est que parfois la low-tech se retrouve dans un service, par exemple, économie sociale et solidaire, ou avec l'économie, l'ESS ou l'économie circulaire, voilà. Donc il est cantonné à quelque chose, alors qu'en fait on se dit qu'il faudrait qu'il soit porté de manière complètement transversale, en fait. Ça serait quelque chose qui réunit, plutôt qu'il ne se retrouve spécialisé pour être traité à la bonne échelle et avec la bonne ambition, quoi, on va dire. Donc tout est à faire. Et clairement, enfin, avec Odile, mais pas seulement avec Odile, hein, on est une équipe de 4-5 personnes à l'Institut, plus les gens de la REP. Là, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit clair déjà pour nous dans notre tête, et qu'on soit aussi en capacité de le transmettre de manière la plus claire possible. Et il y a encore 2 ans, même 1 an, les choses n'étaient pas si évidentes que nous, de voir comment est-ce que la low-tech pouvait s'appliquer à l'échelle urbaine et à l'échelle de l'urbanisme. Et une fois que les choses seront claires et qu'on, dans notre tête, enfin, on en discute assez souvent, évidemment qu'on voudra soit en faire une formation, soit... mais oui, porter la parole et la transmettre, ça c'est la deuxième étape, une fois que le contenu est clair. Il y a un vrai sujet de crédibiliser, on va dire, la low-tech à l'échelle urbaine. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir des travaux avec des leviers très différents. C'est-à-dire, vous avez vu l'étude Ville Low-Tech, elle est un peu académique, un peu, voilà, on pose qu'elle a une brique un peu solide. On a les récits qui travaillent sur les imaginaires, où là on est sur quelque chose finalement qui nous embarque tous à titre individuel, parce que ça nous parle en fait. Mais on essaie en fait de parler à différents publics dans nos réseaux, par les leviers différents. Mais derrière, nous, ça nous demande un boulot effectivement voilà, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on embarque sur ce sujet-là collectivement, chacun avec nos spécialités aussi, parce que ça résonne différemment dans la mobilité, dans l'aménagement, dans l'économie, voilà. Donc il y a tout ce travail à faire avant de le porter, on va dire, politique. Passionnant, c'est aussi tout l'objectif de ce groupe de travail que de faire porter ces réflexions à la bonne échelle. Et voilà, maintenant on l'a évoqué en introduction, mais réussir à créer une culture commune, réussir à clarifier ce qu'on entend derrière par cette approche low-tech et qu'est-ce que ça veut dire dans nos réalités individuelles mais aussi collectives. Et voilà, et d'arriver à faire un peu société autour de ce concept, c'est toute l'ambition aussi de notre travail. Et qui nous conduira d'ailleurs jusqu'à juin prochain, et j'espère qu'on pourra le porter ensemble ensuite, voilà, sur d'autres horizons. Je pense qu'en effet, il faut qu'on arrive à travailler aussi avec les collectivités sur ce sujet-là, et en tout cas, nous, Paris & Co, c'est un sujet qu'on portera bien évidemment auprès de la ville et de la métropole. Génial. Je me permets de rebondir juste pour peut-être conclure, parce que là, c'est vraiment l'heure de conclure. Et je vous partage un petit lien, et c'est en relation justement avec cette idée d'avoir une portée politique en fait avec les low-tech. Je crois qu'aujourd'hui, l'écosystème, eh bien, on le voit avec le groupe de travail Urban Low-Tech, il est aussi constitué d'industriels. Il est constitué de gens très compétents qui nous ont présenté leur travail, et l'écosystème low-tech en France, il est vraiment très fort. Je vous signale du coup, et je vous partage un travail auquel l'Atelier 21 a participé. C'est un comité de réflexion qui s'est réuni avec des acteurs, mais aussi un acteur industriel de l'isolation qui s'appelle Knauf Insulation, et qui porte en fait un propos sur la question de la rénovation énergétique française, et notamment sur la politique qui ne doit pas changer tout le temps pour avoir en fait aussi une vision industrielle du métier. Et on a porté ce travail avec une députée qui s'appelle Marjolaine Meunier-Millefert, députée de l'Isère. Et je pense que le groupe de travail qu'on a constitué là peut très bien trouver en fait
un des futurs députés, ou en tout cas peut avoir un responsable politique dans l'équipe, pour porter une sorte de manifeste qui pourrait émerger éventuellement de ce groupe de travail constitué d'industriels, mais aussi de penseurs et de gens de la société civile. Et donc, il me semble que là, on a tous les ingrédients dans la main pour pouvoir faire, comme ce qui a été fait avec North Isolation, une sorte de manifeste comme ça qui envisage une portée politique en fait de ce message. Merci Cédric. Un grand merci à nos 2 intervenantes et stars du jour, Christina et Odile. C'était vraiment passionnant et inspirant. C'est le dernier moment de rencontres vraiment à grande échelle avant la clôture du challenge qui aura lieu le 31 mars prochain. D'ici là, de nouveau, je vous invite vraiment à créer tous vos cartels en ligne ou physiquement. On se chargera ensuite avec Atelier 21 d'en faire une grande bibliothèque des solutions urbaines low-tech. Et cette grande bibliothèque, elle sera ensuite là pour venir nourrir vos projets urbains et permettre qu'on puisse justement lancer des projets exemplaires en matière d'approche urbaine low-tech. C'est tout l'objectif de ce travail, de pouvoir justement construire le chemin qui nous permet d'atteindre le récit du jour, celui qu'Odile et Christina nous ont partagé. On va tout vous transmettre bien évidemment par mail, les supports de présentation, le replay pour que vous puissiez aussi le partager à vos collègues. On fera également un petit post LinkedIn et n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire le buzz sur les réseaux sociaux pour attirer encore de nombreuses personnes autour de cette question des low-tech dans la ville. Et puis, je vous dis à tous au 31 mars pour la clôture de ce challenge. Je vous remercie aussi énormément pour votre participation active. On était, je crois, 80 au pic de ce webinaire et c'est vraiment enthousiasmant de voir aussi l'élan que ça peut soulever chez vous et chez les opérationnels et voilà, et dans vos métiers. Merci beaucoup, merci à tous et bon appétit. Il est temps d'aller manger. Bon vendredi ensoleillé. Merci à vous. Merci, bonne fin. Merci beaucoup. D'avance un bon week-end. Merci. Le Bonne printemps. journée.